bonjour à tous. Donc, je me permets de me présenter rapidement. Nathalie Schmidbach, je suis professeure d'histoire-géographie en EDVAC au lycée Leclerc de Saverne. J'ai en charge des élèves de seconde, de première, de terminale qui passent l'habitoire et le baccalauréat. Ce qui est très enrichissant pour eux, ce qui est aussi très enrichissant pour leurs professeurs, parce que justement, d'un point de vue didactique, on apprend beaucoup de l'autre et on apprend parfois aussi justement à mélanger un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers un petit peu cet exemple. Alors, en introduction, peut-être un peu polémique, l'idée de la géographie, peut-on faire de la géographie franco-allemande? Peut-on faire de la géographie? C'était un petit peu la thématique qu'on se posait déjà ce matin. On a fait un manuel d'histoire. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour la géographie? A priori, ça semblerait être un petit peu moins compliqué. Alors, j'ai juste pris quelques exemples. Je suis désolée, ça vous verra un petit peu mal parce que les couleurs ne passent pas. J'ai commencé juste par vous prélever les extraits de programmes de première à l'IBAC et de première. Donc, en général, pour la première en LES, vous connaissez un petit peu. Je me suis appuyée sur les approches des territoires du quotidien, donc la partie introductive en géographie de première LES. Et pour le programme de première à l'IBAC, vous allez rapidement le voir, c'est un programme qui est vraiment spécifique et qui, pour le coup, est de la géographie franco-allemande. Vous allez le voir, c'est la France et l'Allemagne en ville, les dynamiques des espaces productifs dans la mondialisation, avec l'exemple de la France, de l'Allemagne, de la même manière que pour mobilité, flux et réseau, on a Roissy et Francfort par exemple. D'accord. Bien entendu, la difficulté ici, c'est que pour la géographie, ce n'est pas le cas. Pour l'histoire, puisqu'on est vraiment collé au manuel franco-allemand, eh bien, il n'y a pas de manuel, donc cela signifie qu'il faut absolument tout fabriquer soi-même, et donc on peut se dire qu'on peut à ce moment-là se référer peut-être à des manuels allemands. Alors, ma séquence donc, sur le tramway Strasbourg-Kiel, dans le programme français, s'inclurait dans le territoire du quotidien, dans la partie première à l'IBAC. On pourrait le faire dans le cas des villes, aménager les villes, on y reviendra, ou aussi dans l'idée des mobilités et des connexions. Donc on peut vraiment ici le mixer. Si on prend par exemple le Bildungsplan Baden-Württemberg, j'ai pris ça parce que c'est un petit peu notre partenaire privilégié en Alsace, et qu'on regarde un petit peu ici les programmes, c'est un petit peu compliqué d'intégrer cela dans le programme vraiment allemand et donc du coup aussi de trouver des références dans le programme allemand qui pourraient s'en rapprocher. On voit très mal les choses rapidement, donc on a toujours ces analyses de compétences, compétences, etc. Méthode compétences, on l'a assez vu maintenant. Pour vous le faire comprendre la difficulté que j'éprouve depuis plusieurs années maintenant, même si je trouve qu'elle commence un petit peu à se résorber, je vous ai juste pris un exemple de cas pratique, c'est la notion d'aménagement du territoire, Raumordnung, Raumplanung. Si on la prend dans le cas français, là j'ai pris un manuel assez récent de 3e qui fabrique ces fameuses cartes mentales pour un peu expliquer aux élèves ce que c'est qu'aménager les territoires, les acteurs, les aménagements, et on voit très mal et les objectifs qui en fait sont les plus intéressants pour le coup ici, mais comme c'est en vert, on ne voit pas du coup. On a une définition de la notion d'aménagement du territoire qui n'est pas strictement la même en France et en Allemagne. Parce que si on prend la même chose qu'on peut trouver dans un manuel allemand, Terra Geographie Gymnasium, dans les Buchziele, on pourrait avoir des choses qui sont similaires. Par contre, dans les Leitvorstellungen, on va avoir des choses qui ne sont pas forcément celles que l'on va retrouver, nous, dans notre définition des aménagements du territoire. Juste quelques petits exemples. Encore que si dans la Leitvorstellung, oui, mais par exemple dans Ziele, Sicherung der Regionale, Identität, l'idée de sécuriser quelque part l'identité régionale. C'est pas quelque chose qu'on a forcément dans la notion d'aménagement du territoire à ce moment-là. Bon. Donc c'est vrai que faire une géographie franco-allemande à travers un
sujet, c'est un petit peu compliqué. Mon parti pris, c'est de traiter le sujet pour mes élèves de première à bac, par exemple, en utilisant la perspective française et la perspective allemande sur un même aménagement. Et du coup de leur faire étudier des documents que l'on peut avoir d'ailleurs dans les deux langues, ce qui facilite aussi le travail. Donc en introduction du sujet, on pourrait regarder ensemble, c'est cette affiche pour l'inauguration de l'extension de la ligne D du tramway. Inauguration qui a lieu le week-end prochain, 29-30 avril. Et rien que dans en fait, l'affiche, on a déjà des choses très intéressantes. Malheureusement, vous ne voyez pas, mais il y a tout un code couleur. On a le blanc-rouge, Schwarz-Rot-Gold, parce qu'en fait, ça c'est Schwarz-Rot-Gold, et le bleu-blanc-rouge, on le retrouve à l'intérieur, avec le rouge qui est... voilà. On a les deux langues qui sont représentées, et sur une des autres affiches, on a vraiment l'idée aussi européenne. Donc il y a vraiment ici quelque chose de très très important, et bien sûr les deux partenaires, Strasbourg et Kiel. La petite pancarte allemande, Es wächst zusammen, was zusammengehört. Je pense que ça vous rappellera quelque chose, sauf que ça n'a rien à voir bien sûr avec le tram, mais avec une parole plus éminente de Willy Brandt. Et en parallèle à cette affiche, la conférence de commune des deux maires, Oberbürgermeister de Kiel et le maire de Strasbourg, autour de l'aménagement de ce tramway. Et là aussi, pardon, j'ai mis un code couleur, je suis désolée, donc je vais rapidement vous l'expliquer. Avec les différents buts qui ont amené la création de ce projet. Et quand on regarde en fait les deux discours donc, le même jour, on se rend compte déjà là de choses très intéressantes. Dans le discours de Roland Ries, qui n'est pas du coup en allemand, mais pour la suite, oui, on a un discours où on va insister sur le passé commun entre Strasbourg et Kiel. C'est la première ligne, les deux premières lignes. Dans les deux discours, on a une deuxième thématique, c'est le symbole de la coopération franco-allemande, et qu'on retrouve en majorité dans l'ensemble des deux discours. Et dans une troisième perspective, c'est l'idée, je dirais, d'une nécessité plus locale, et que l'on retrouve avant tout chez le maire de Kiel, avec l'idée du Stau, donc des bouchons, et bien sûr Umweltverschmutzung, donc ici la question aussi environnementale et de la mobilité qui prennent le dessus, et qui sont déjà très intéressants parce que cela montre en fait déjà toutes les perspectives différentes qu'il y a entre les deux par rapport à cet aménagement. D'où la problématique que je proposerai en fait aux élèves, mais qu'après ils seraient obligés de retravailler et en plus de faire un travail un peu plus allemand, à la fin j'y reviendrai, c'est déjà de voir en quoi l'aménagement finalement de cette ligne de tram, c'est un symbole de coopération franco-allemande, certes, mais c'est surtout, voilà, je ne l'ai pas mis, mais c'est surtout un marqueur de l'ambition métropolitaine de Strasbourg, parce qu'on a en fait quelque chose de très très déséquilibré. Je vais vous expliquer rapidement. Et dans un premier temps, je pense qu'il faut mettre en perspective le tout et passer à la géohistoire. Quand on a des élèves, comme moi j'ai la chance d'avoir des élèves en Alsace, ils connaissent la perspective franco-allemande. Et Strasbourg-Kiel, c'est avant tout une histoire de pont. Et on peut prendre tous les ponts et vraiment clairement faire l'histoire des ponts. Strasbourg-Kiel, alors j'ai un document que je ne peux pas vous montrer par internet qui est très très bien, qui est sur Bundeszentrale der Politische Bildung, que je montrerai aux élèves, où vous avez en fait toute une page sur Strasbourg entdeckt den Rhein. Strasbourg découvre le Rhin, et on a toute l'histoire de Strasbourg autour du Rhin. Et justement, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que Strasbourg et Kiel ont un passé en fait commun avec le Rhin. Et ce passé commun, eh bien, il ne faut pas l'oublier, Strasbourg a d'abord longtemps fait partie du Saint-Empire romain germanique, voilà. C'est l'un des centres de la réforme de l'humanisme. Et Kiel, qui a été fondé comme une tête de pont de Strasbourg, de l'autre côté du Rhin. Le premier pont, d'ailleurs, a été construit au XIVe siècle. Voilà. L'image que vous avez là, c'est une carte qui date d'une autre période, de la période de Strasbourg, qui revient à la France.
avec Kehl inclus à l'intérieur du dispositif Vauban. Et donc dans ce cadre-là, on est toujours donc Kehl rattaché à Strasbourg, mais cette fois-ci du côté français. Ici, on illustre bien la notion de ville frontière. D'ailleurs, on le voit très bien. Hein, le Rhin, Kehl, c'est juste cette tête de pont, mais en fait, on s'éloigne déjà un petit peu du Rhin. Kehl revient en fait au margrave de Bâle à la fin du XVIIIe siècle et surtout après 1815. Mais les liens avec Strasbourg demeurent. Le pont demeure. Kehl devient par exemple aussi une plaque tournante pour tout ce qui est impression, notamment de Marchais et les éditions de Voltaire, etc. Et il y a même un pont ferroviaire qui est construit dès 1861. Voilà. On arrive ensuite à la période allemande de Strasbourg après 1871, la période du Reichsland. Strasbourg devient une vitrine du pouvoir impérial. Et ça, on ne peut pas le comprendre. Ça, si on ne le comprend pas, on ne comprend pas pourquoi on va construire tout ce dispositif autour du tram. Il y a un vaste projet en fait qui est organisé, qui est fait à Strasbourg, qui est lancé dans la ville, un projet urbanistique de train qu'on a appelé la Neustadt, la nouvelle ville, donc avec tout un ensemble de bâtiments symboliques. Et parmi les signes de cette modernisation, il y a aussi l'électrification du tram. Et cette ligne de tram, eh bien, elle va aussi aller vers Kehl. Donc, on construit le pont de Kehl en 1897, et le réseau de tramway que vous avez ici, clairement, rayonne jusqu'à Kehl. Il rayonne d'ailleurs beaucoup plus loin qu'actuellement. Voilà. Donc, on est vraiment ici dans Strasbourg, qui est toujours tourné vers le Rhin, parce que dans la période allemande. Ce pont, que se passe-t-il au moment où l'Alsace revient à la France en 1918? Ce pont existe toujours, vous l'avez en haut sur une carte postale, sauf que le tram s'arrête à la frontière en 1918. Vous avez le poste frontière qui est bien évident. Et le tram s'arrête. En 1939-1940, ce même pont est détruit. La destruction de ce pont symbolise en fait déjà longtemps une nouvelle période pour Strasbourg, même si elle a déjà été amorcée en 1918. Strasbourg tourne le dos au Rhin, à ce moment-là, et pas avant. Et finalement, il faudra attendre l'après-guerre. Et l'après-guerre est très symbolique, là aussi, et dans les dates, et dans ce qui est fait, puisque après-guerre, eh bien, on se retrouve avec 5 ponts qui sont construits en l'espace de 60 ans. Le premier pont, c'est le pont de l'Europe en 1960. Alors, j'exclus là le pont ferroviaire, j'y reviendrai après, qui a été construit un peu avant. Le pont de l'Europe, qui s'appelle donc le pont de l'Europe, il est inauguré lors d'une session du Conseil de l'Europe qui a son siège à Strasbourg. Et il est le symbole de la réconciliation franco-allemande déjà à cette époque-là, parce qu'il y a eu aussi la question du financement, qui finance le pont à ce moment-là, etc. Le deuxième pont du même type, c'est le pont Flumelin en 2002, que je n'aborderai pas ici, d'ailleurs on ne le voit pas en arrière-plan parce qu'il est plus loin, il est au-dessus de Strasbourg, il se situe au niveau des Chaux, mais c'est un deuxième pont, un pont routier qui est ouvert en 2002. Les ponts qui nous intéressent, parce qu'en fait ils se situent à presque 200 mètres d'intervalle les uns des autres, c'est le pont ferroviaire de 56 qui est aménagé en 2010 pour le passage des trains à grande vitesse. Donc avec bien entendu des ICE, des TGV qui traversent ce pont ferroviaire. Un peu plus loin, vous avez la fameuse passerelle Mimram qui là met en place cette jonction entre un projet qui est très important, qui est le projet du jardin des deux rives, qui est donc un projet urbanistique et surtout paysager qui se situe de part et d'autre de ce pont et de ce Rhin. Et puis là, avec la fameuse structure des Gegnung, ce rapprochement franco-allemand entre les deux. Donc vous voyez bien que Strasbourg et Kehl, c'est une histoire de pont. Et je pense qu'il faut le comprendre, il faut le mettre en perspective pour comprendre pourquoi on va relancer un nouveau pont, parce que finalement on en a déjà pas mal. Alors, l'historique de ce pont, je ne vais pas revenir dessus, j'ai un petit historique
mettre derrière, il faut savoir qu'en fait c'est éminemment politique. C'est une volonté politique de part et d'autre des deux municipalités. Alors, ce qui est assez intéressant, donc là vous avez la photo avec le nouveau pont et les deux Oberbürgermeister, c'est que quand on regarde sur le site français, on regarde l'historique du pont, donc on a effectivement la date 2008, donc les premiers projets, jusqu'à l'achèvement actuellement, hein, puisqu'il va être, puisque l'ouvrage est terminé. Si vous prenez la même chronologie que vous allez voir sur le site de Kiel, vous avez en fait une vision beaucoup plus politique, puisque sur le site de la ville de Kiel, on vous mettra bien en avant que le projet n'a pu être rendu possible que grâce au changement de majorité à partir de 2008 à Strasbourg, à savoir le retour de la ville dans le giron socialiste. Voilà. Et ça, c'est clairement mis en avant dans tous les papiers que vous avez de Kiel. Ce qui est quand même moins nettement mis en avant sur des chronologies un peu plus sèches que celles qu'on a ici. Alors, est-ce qu'on est bien sur un symbole de la coopération franco-allemande? Et c'est un petit peu ce que je voulais, c'est ce que j'aimerais que les élèves discutent aussi et retrouvent en comparant à chaque fois ces symboles de la coopération franco-allemande en prenant des exemples distincts français et allemands sur cette symbolique. La une du bulletin d'information de la ville de Kiel en 2016, qui très clairement est dans la perspective de la réconciliation franco-allemande avec les vieilles représentations du pont et les nouvelles représentations du pont et Deutsch-Französisches Freundschaftswerk, marqué en haut. Donc on est vraiment dans cette perspective-là. De la même manière, sur le journal de la ligne D du tram, qui est la version française, mais il y a une version allemande qui existe, vous avez un petit éditorial qui est franco-allemand, qui montre très très clairement les enjeux, la construction européenne, qui est un des enjeux principaux, qui est affiché dès le départ, l'effacement de la frontière, qui est le deuxième thème, et la coopération entre les deux villes. Donc on est vraiment ici dans les enjeux strictement européens. Alors, les acteurs, et là aussi on est dans la dimension européenne, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Il faut que les élèves puissent comprendre que malgré l'amitié franco-allemande, il y a des choses qui sont très complexes. Et construire un pont, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Déjà, rien que de comparer le nombre de locuteurs, d'acteurs autour de ce pont. L'État, la préfecture, la DDT, etc., tout ça très centralisé en France, et la manière décentralisée en Allemagne. Parce qu'on a bien sûr le Land et le Bundesministerium, mais surtout le Land et la ville de Kiel. Donc on n'a pas du tout la même perspective. Et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant parce qu'on se rend déjà compte, le document existe en allemand aussi, au niveau des partenaires, il a fallu créer des structures particulières pour créer rien que ce pont et cette ligne. Et à côté de cela, il y a des partenaires qu'il ne faut pas oublier, des instances qu'il ne faut pas oublier qui ont eu un rôle essentiel. C'est d'une part quelque chose de très très nouveau, c'est l'Eurodistrict, enfin quand je dis très très nouveau, l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau que vous avez là, qui est une eurorégion en fait, qui est un prémisse d'eurorégion, créée en 2005, ça a été la première à être créée en Europe. Premier Eurodistrict créé en Europe, et aujourd'hui cet Eurodistrict compte 900 000 habitants à cheval sur le Rhin, donc de Strasbourg à Offenburg, à l'Aar. Donc on a vraiment ici quand même une grande région d'une certaine manière. Et d'autre part, aussi la conférence du Rhin supérieur qui joue aussi un rôle là-dedans, qui est une instance plus ancienne qui date de 1975 et qui est une coopération plutôt trinationale, mais qui a aussi un petit peu son mot à dire là-dedans. Donc une multiplicité d'acteurs, rien que finalement pour un petit pont, pourrait-on dire. Et cette multiplicité d'acteurs, on la retrouve dans le financement du projet.
Alors, le financement du projet, là aussi, vous avez les chiffres rapidement, montre très bien qui sont les acteurs. L'État, le département, en France, donc toute cette idée centralisée, l'Eurodistrict, et le LANC, le Bund, etc. Et bien sûr, les programmes européens, puisqu'on est ici dans l'Interreg également. Sauf que si on comptabilise le tout, ça fait 42 millions d'euros de subventions. Je vous mets la fiche d'après qui a été réalisée. Le coût total du projet, 96 millions, ça c'était la prévision de 2013. En fait, on atteint plutôt 120 millions d'euros. Voilà. Donc, vous doutez bien que les subventions sont infimes à côté de ce qui doit être payé pour financer ce projet, avec bien entendu l'Eurométropole ex-CUS de Strasbourg qui est à plus de 70 millions d'euros, et la ville de Kiel, petite ville de Kiel, on y reviendra, à environ 30 millions. Donc la question du financement du pont, j'y reviendrai parce que cela a posé un problème non pas à l'Eurométropole mais à la ville de Kiel. Ça a été l'un des gros débats puisque on n'a pas égalité face aux moyens de part et d'autre. Alors est-ce que c'est vraiment un symbole franco-allemand? Voilà, peut-être un peu polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, contrairement à ce qui avait été annoncé en début d'année, le pont ne sera ni inauguré par Angela Merkel, ni inauguré par François Hollande. François Hollande avait invité Angela Merkel a abgesagt, donc elle a dit qu'elle ne viendrait pas. Et donc, finalement, François Hollande ne viendra pas non plus. Donc, est-on bien dans un symbole franco-allemand, ou alors parce que c'est le 5e pont en 60 ans, ce n'est plus un symbole aussi fort. Donc, il y aura des représentants de part et d'autre, il n'y aura pas de représentants français parce qu'on est en campagne électorale de ministère. Donc, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, finalement, c'est quoi? C'est quoi ce tram? Et bien, en fait, c'est surtout un outil de réaménagement pour Strasbourg. Et pas pour qui? On va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que ce pont, ce tram, est derrière un projet beaucoup plus ambitieux, je pourrais même dire pharaonique. C'est le projet de réhabilitation, de reconquête du Rhin. Alors, je vais passer sur les chiffres. Vous voyez l'envergure du projet, c'est 250 hectares minimum, il y en a beaucoup plus. En fait, quand on regarde les textes, il s'agit du plus grand projet urbain depuis la Neustadt. C'est comme ça que c'est présenté à Strasbourg, c'est le plus grand projet urbain qui existe dans la ville depuis la fin du 19e siècle. Une grande partie de ce projet a été déjà réalisée, rapidement, parce que je ne peux pas vous montrer la vidéo. C'est la partie en avant jusqu'à Malraux, donc Heiritz, Étoile, Malraux, on est pour l'instant à Danube et en partie à Brockhoff. C'est-à-dire que ce sont des quartiers qui sont en partie déjà construits, déjà refaits, un parc urbain, la presqu'île Malraux. On est ici dans le cadre de la reconquête de ce qu'on appelle le waterfront, d'accord? Donc voilà, similaire à notre métropole, et au désenclavement de certains quartiers, j'y reviendrai après. Là, vous avez un article inexistant français, donc là, je donnerai quand même aux élèves, qui reprend en fait tous ces aspects-là et ces différents quartiers, et pourquoi il faut le faire, et pourquoi c'est avant tout un projet franco-français. Et ce projet, ce n'est pas seulement reconquérir les friches industrielles, ce n'est pas seulement désenclaver certains quartiers, c'est aussi se réouvrir sur le Rhin. Donc c'est ce qu'on appelle le projet à 360 degrés. C'est le maire de Strasbourg qui le dit d'ailleurs ici très très clairement, développement à 360 degrés qui est voulu. Ce développement, il se veut être durable. Mixité sociale, mobilité, mode de transport doux. Vous savez que Strasbourg est à la pointe tout ce qui est pistes cyclables et lignes de tramway, les zones piétonnes, valorisation des espaces fluviaux, les espaces verts, création d'emplois, participation des citoyens, parce qu'il y a aussi concertation avec les citoyens dans l'élaboration du projet, et surtout densification urbaine. En fait, il s'agit de lutter contre l'étalement urbain, parce qu'on a un gros problème aussi à Strasbourg, ce sont les embouteillages,
et donc de converger vers le modèle de Copenhague. Donc, ce qui est assez particulier, je vais peut-être vous montrer sur cette carte-là, c'est que ce que vous avez là, ce qui est la ligne finale, d'accord, jusqu'à Kiel, à part le port du Rhin, ici, là, ce sont des friches, là, il n'y a rien, et là, il n'y a absolument rien ou presque rien. Ce sont des espaces qui sont vierges et qui sont vides, pour l'instant. Pour l'instant. Qui sont vides, ou à part la COP, la vie coopérative, ou qui sont des friches industrielles. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on peut critiquer la chose, les élèves peuvent aussi le critiquer. Le même texte, je peux l'avoir en allemand. Pourquoi? Parce que c'est un projet un petit peu beaucoup ambitieux. C'est-à-dire que le tram va traverser pour l'instant des zones qui sont vides. Il y a 2 stations de tramway qui ne sont pas desservies parce qu'il n'y a pas d'habitation et qu'il n'y a rien. Voilà. Donc on construit le tram avant de mettre en place les fameuses bulles urbaines qui sont censées se créer après, ce qui avait déjà été soulevé dans cette question-là. Alors, malgré tout, un programme ambitieux, certes, qui est contesté bien entendu aussi politiquement. L'exemple typique de cette contestation, on peut la reprendre en prenant le petit magazine de la ville. C'est bien entendu la majorité qui met en avant son projet des 2 rives, je ne vous l'ai pas mis, un projet sur de bons rails, et bien entendu l'opposition qui critique d'une part la densification urbaine, et d'autre part, justement, le fait que deux de ces stations de tram ne soient pas desservies parce qu'elles sont vides de population. Donc, vraiment, il y a des grosses frictions là aussi. Donc, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est une question de mobilité. Là, j'ai beaucoup de documents, je ne vais pas tous vous les montrer, ce n'est pas le but. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée que Strasbourg est ici un nœud de communication très 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 important dans la vallée rhénane, justement à cause des ponts, mais pas que. C'est la proximité aussi par rapport au Rhin. Les 2 axes très importants autoroutiers, A35, A36 en France, et A5, la A5 en Allemagne, qui est vraiment très très passante, très importante, un axe central. Alors, donc là, vous avez les peines là, les transfrontaliers, et on voit très bien Strasbourg qui apparaît. Je vous montrerai un autre document après, juste pour que vous compreniez bien. Strasbourg et Kiel sont 6 000 travailleurs frontaliers, 2 000 Français qui allaient à pied, des commerces à Kiel qui sont fréquentés à 70% par des Français, ce qui justement donne des problèmes, et un pont de l'Europe, le pont qu'on a vu avant, qui est surchargé, 15 000 véhicules par jour, 19 000 le samedi, avec, avant tout, bien entendu, comme premier motif, là on le voit mieux ici, et bien, ce sont les grosses barres que vous avez. Eh bien, c'est un pont qui est traversé en voiture, souvent avec un seul passager, et qui crée, donc bien entendu, je vous montrerai les photos après, des bouchons absolument phénoménaux. Voilà. Donc la question de la mobilité est absolument essentielle. Donc il y a eu toute une série d'enquêtes franco-allemandes. Donc là vous avez la version allemande, mais elle existe, enfin franco-allemande parce qu'elle existe dans les 2, où on a essayé de comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire pour améliorer tout cela. Finalement, qu'est-ce que ça nous montre? Que en fait, Kiel n'est rien que sous la zone d'influence de Strasbourg, sa couronne périurbaine. C'est même plus la couronne périurbaine, je pense qu'on est même à l'intérieur du pôle urbain là pour le coup, et on est dans une ville beaucoup plus française qu'allemande. Voilà. Ce qui pose aussi... donc, est-ce que le tram va servir à quelque chose par rapport à ça? Donc, il y a des projections qui ont été faites en distinguant ce qui existe aujourd'hui, à savoir un bus, une ligne de bus qui est utilisée aujourd'hui, et la ligne de tram qui permettrait en fait d'améliorer les flux entre les deux. La ligne de bus, aujourd'hui, elle est saturée. Il y a 5000 personnes qui empruntent la ligne le samedi, sachant qu'un bus, c'est 100 personnes.
Donc il est bondé, il est pris dans les bouchons, et au lieu de prendre 15 minutes ou 20 minutes, vous prenez parfois 1 heure. Parce qu'il n'y a pas de site propre pour sa circulation. Donc c'est absolument une catastrophe. C'est un bus, il fait quoi? Il fait Kiel? Il fait quoi? Il fait Kiel, Strasbourg, mais uniquement Strasbourg à la fin de l'arrêt de tram qui existe actuellement. À savoir l'arrêt de tram Aristide-Briand que vous avez là. Donc il fait uniquement cette route-là, il ne fait pas celle-là, il est en train de le prendre. Et donc il prend un temps infini, surtout le samedi, quand les flux sont très très tendus. Donc effectivement, c'est un vrai problème, le problème de la mobilité. Alors, il faut peut-être s'interroger sur ce que signifie tout cela pour Kiel. Parce que ça, finalement, on ne le voit pas trop du côté des Français. Kiel, la municipalité de Kiel a dû batailler dur pour défendre le projet de tram. Pourquoi? J'y reviendrai dans un deuxième temps, parce qu'il est très coûteux. Donc, la première chose que l'on trouve quand on cherche tram Kiel, Gute Gründe für den Tram, la motivation première, l'explication majeure, c'est justement cette question de mobilité et surtout cette question de pollution. Puisque, on a, vous voyez là en bas, ces fameuses 30-40 000 voitures par jour qui traversent le pont de l'Europe et qui saturent totalement en fait l'axe principal de Kiel. La A5 fait un peu plus loin. Et donc on montre bien très simplement à la population qu'un tram remplace 218 personnes dans 145 voitures. Et même de bus qui sont bloqués dans la circulation. Donc c'est vraiment l'argument majeur. Mais bien entendu, il y a un autre problème, c'est la question du coût. Pour une petite ville comme ça, et il y a eu beaucoup de négociations là-dessus, et la municipalité est obligée de s'expliquer au niveau de la population, question de Storian, etc. Parce que, il y a un coût qui était estimé d'abord à 22 millions, mais en fait beaucoup plus, au final, enfin un petit peu plus quand même au final. Donc il fallait que la municipalité montre bien qu'il y avait un certain nombre de subventions qui étaient liées au land surtout, et également toute la question du financement du pont. La petite ville de Kiel, combien du pont va-t-elle financer? Et bien finalement c'est la moitié du pont. Ouais. Oui, mais c'est le coût global de l'ensemble de l'aménagement. Il y a toutes les autres infrastructures, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est juste le pont, là je parle juste du pont, mais après il y a tous les espaces verts, voilà. Tout ça, ça a été une négociation très compliquée entre les deux municipalités. Et donc il a fallu là aussi voir comment faire. Alors c'était cette question-là qui était problématique, et aussi le manque à gagner pour la CTS, qui est la compagnie de transport de Strasbourg, des deux stations de tram non desservies pendant à peu près 10 ans. Le temps que tout l'ensemble de ces deux stations soit bâti et puisse en fait rentrer dans les frais. Donc tout ça, ça a été l'idée que ça a pris en fait beaucoup plus de temps que prévu dans toutes les négociations. Donc tout un ensemble d'explications hyper compliquées. Je ne demanderai pas ça aux élèves, mais juste qu'ils comprennent en fait, en regardant, il y a des choses très simples à destination des habitants, où ils montrent bien en fait tous ces problèmes-là. Qu'attend finalement Kiel là-dedans? Les effets économiques. Oui, enfin un premier effet, c'est surtout éviter les bouchons, parce que pour l'instant les bouchons sont contre-productifs. Les gens ne prennent plus la voiture pour aller à Kiel à cause des travaux et à cause du contrôle aux frontières depuis les attentats. Ça a créé vraiment de gros soucis. Mais malgré tout, sur le long terme, on estime à Kiel que c'est à peu près 9000 passagers par jour qui devraient arriver à Kiel. Et
Également le développement de l'ensemble de quais qui est prévu à l'intérieur de tout ce projet, parce que le tram s'arrête pour l'instant à la gare, mais est censé aller jusqu'en centre-ville. Et bien entendu, l'attractivité prioritaire, c'est le marché du travail, récupérer en France la main-d'œuvre qui manque à Kiel. Vous avez des entreprises qui manquent tellement de main-d'œuvre. Et donc, vous avez maintenant aussi, par exemple, une coopération entre Pôle emploi et la version allemande du Arbeitsamt, où justement on recherche en France des personnes qualifiées pour travailler. Donc finalement, qu'est-ce qu'il s'agit de voir? Qu'il y a en fait des priorités très très différentes pour chacune des deux villes. Strasbourg, c'est le grand projet pour s'asseoir comme une vraie métropole rhénane. Une vraie métropole aussi européenne, qui se bat pour son siège de Parlement européen, mais s'imposer comme une vraie métropole. Et c'est le projet des deux rives, c'est le projet phare pour s'imposer dans cette cour des grands. La ville de Kiel, elle a, je dirais, peut-être des choses un peu plus pragmatiques là derrière, c'est l'aspect environnemental, la qualité de vie et l'aspect économique aussi. Cela étant, peut-être qu'on va mettre ça plus en retrait, puisque qu'est-ce qu'on montre avant tout? C'est la coopération transfrontalière, la coopération franco-allemande, on va citer sa circulation certes, mais les intérêts sont quand même convergents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'une région transfrontalière, en fait il s'agit d'une seule métropole, c'est métropole Strasbourg, et c'est comme ça que c'est appelé d'ailleurs, de plus en plus. On a vraiment ici une frontière qui semble définitivement effacée. Une mise en perspective juste rapidement, et je vous expliquer rapidement ce que je voudrais faire avec les élèves. Cette mise en perspective, justement, les villes rhénanes comme modèle d'aménagement, et ça, Stadtquartier am Wasser, il y a beaucoup de choses qui se font dans d'autres villes allemandes, comme Köln. Voilà, et donc on est vraiment dans le même type d'exemple, sauf que Strasbourg, entre le Rhin et l'actuelle ville, il y a au moins 500 mètres, même plus. D'accord? Même plus, non plus à certains endroits. Donc il faut reconquérir toute cette partie-là. Une partie a déjà été densifiée, mais pas encore. Et donc c'est ce modèle d'aménagement qui devient un petit peu global finalement sur le Rhin et qu'on retrouve aussi plus loin dans le sens inverse, entre Bâle et Saint-Louis par exemple. Parce qu'on a aussi un projet de tram, mais là, Saint-Louis qui est annexé par Bâle, donc c'est la Suisse qui prend le dessus. Plus largement, on peut quand même se poser deux questions. Parce que, quelle priorité? Est-ce que les priorités restent les mêmes avec la réforme territoriale? Là, on peut être très très critique. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour les élèves maintenant. Strasbourg est devenue la capitale du Grand Est. Sauf que ce Grand Est, vous le schématisez tous, il court des ports de Paris à Strasbourg, justement. Et l'ancrage, il est où? Il est vers Paris ou il est vers le Rhin? Il est vers la dorsale européenne ou vers la capitale? Donc il y a vraiment ce tiraillement et plus largement, c'est le dépassement des frontières. Bien sûr, Strasbourg est un exemple ici avec Kiel. Mais est-ce que c'est un exemple qui est encore d'actualité aujourd'hui? On peut se poser la question. D'autant plus que finalement, ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement médiatisé, puisqu'aujourd'hui, on va plutôt vers une crispation autour des frontières et une remise en question aussi de la construction européenne. Voilà, donc ça c'est un petit peu les grandes lignes. Je vous explique juste rapidement comment je pourrais le faire avec les élèves. Là, je serai dans la vision plutôt allemande, donc ce serait dans la Gruppenarbeit, ce serait dans le travail en groupe. Et je les ferai essentiellement travailler sur des documents qui sont en fait en ligne, qui sont des vidéos, donc je les mettrai en groupe. Je leur donnerai bien entendu certains des documents que vous avez là, vous en doutez bien, des liens internet, parce qu'il y a des vidéos très intéressantes. Et le but, ce serait bien sûr qu'ils répondent à la française à notre problématique finale, tout en ayant travaillé dessus, mais aussi dans une perspective allemande. Un Français, un Strasbourgeois rencontre un Kiellois. Que se raconte-t-il sur ce projet de tram et sur ce projet de pont
Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui leur apporte quelque chose de part et d'autre? Et là, je pense qu'on aura bouclé la boucle et on aura peut-être bouclé aussi un petit peu la boucle didactique de part et d'autre. Merci. Peut-être une question. J'ai juste une petite question. C'est normal, vous avez parlé surtout des chiffres des Français qui vont en Allemagne pour travailler. Est-ce que on voit justement la proportion où on a les chiffres des Allemands qui viennent en France, qui viennent en France grâce à ce programme? C'est vraiment dans un seul sens le matin et le soir? En fait, le problème, c'est que c'est plus dans le sens France-Allemagne que dans le sens Allemagne-France. Puisque, en fait, Kiel est une annexe de Strasbourg. D'accord, donc il n'y a personne dans l'autre sens. Si, alors voilà, les Allemands fréquentent beaucoup Strasbourg, hein, il y a beaucoup d'Allemands à Strasbourg, et les parlementaires s'installent plus volontiers à Kiel qu'à Strasbourg, par exemple. Voilà, les diplomates, etc. Donc oui, ça va dans les deux sens, mais c'est plus fort dans le sens France-Allemagne. Voilà. Oui, c'est plus ludique, c'est forcément le samedi-dimanche aussi. C'est ça. Je pense que les Quellois vont volontiers à Strasbourg. Oui, ou même plus loin, hein. À ce moment-là, c'est l'attractivité plutôt culturelle de Strasbourg qui va primer. Hein. Je vous ai mis un opéra, les différentes infrastructures culturelles, hein. Marché de Noël, etc. Il y a d'autres ponts qui existent, alors, sans parler de la France Saint-Denis-Bâle qui est terrestre, mais il y a d'autres ponts, là, je suis plus très... Bien qu'étant de mer alsacienne, je ne me rappelle plus s'il y a d'autres ponts plus au sud, ou plus au nord, à Strasbourg. Alors on les voit là, donc vous en avez un, alors là c'est plutôt juste marin, donc vous en avez un entre Rhino et Erstein, vous en avez un. Ouais. Ça c'est le pont dont je vous parlais, c'est le pont de Frimelin. Et ensuite, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas si fréquents que ça. Alors, au nord de Strasbourg, il y en a pas, je crois pas. Si, il y a celui d'Iffetsheim, c'est le pont barrage. Si. Mais en fait, c'est là où ils sont les plus denses. Hein, Alsace, Zurich. Il y en a combien? Il y en a 5 ou 6 en tout. Enfin, oui, en il doit y en dehors de avoir à peu Strasbourg. près 5-6 en dehors. Ouais, c'est ça, ça fait une dizaine. Ouais, une dizaine en tout, donc là, 5 sont quasiment concentrés ici sur les... Il faut dire que la frontière franco-allemande est tout de même proportionnellement à sa longueur générale, est une frontière très, très liquide. Hein, c'est le Rhin qui fait tout de même les... Je pense qu'on peut estimer les 2 tiers, peut-être pas tout à fait, mais pas loin. Évidemment, ensuite, ça... Mais c'est une grande frontière, fluviale, liquide, oui, c'est sûr. C'est pas fréquent dans les autres frontières avec la France, ou peut-être de l'Allemagne. Alors l'Allemagne, vous avez l'Oder, bien sûr, à l'est. Bon, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autres frontières? Oui, ça c'est bon. C'est en tout cas intéressant. Ça montre bien qu'on change de perspective sur les fleuves. Avant, le fleuve était une barrière. Bien sûr. Maintenant, on veut tourner. C'est extraordinaire. Finalement, ça a été une barrière essentiellement autour du nationalisme qui a été monté après la Première Guerre mondiale, qui a eu une incidence très forte sur le Rhin. Mais sinon, le Rhin était traversé très très facilement. Oui, puis ça dépend du statut des 2 pays frontaliers. Enfin, voilà, si ce sont des pays hostiles comme la France et l'Allemagne pendant longtemps, depuis la chute de Napoléon, disons, où on a commencé, pour d'autres pays, la rivière n'était pas une vraie frontière. Enfin, avec l'Espagne, il y a pourtant une assez forte proportion de limites fluviales, pas des gros fleuves, le Rhin bien sûr. La Bidassoa est la plus grosse. Enfin, on s'aperçoit que bon, on a construit depuis la fin depuis le milieu du 19e siècle, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Maintenant, il y en a 6 entre Yvonne et Ambaye, 5 pardon, entre Yvonne et Ambaye. Sans compter les hobbies un petit peu. Donc, ce qui fait que ces aménagements fluviaux, enfin de ponts autour, c'est un phénomène européen, ça c'est clair. Hein, bon, alors le tramway, ça c'est... Mais il y en a un, il y a un tramway entre Irun
entre Irun et Hendaye, par exemple. Un tramway électrique est ancien, qui a été ensuite rénové, mais il y a beaucoup de choses. Est-ce que ça fait école? Parce que bon, le manuel franco-allemand, il a fait école dans d'autres pays. Et bon, il y a eu un projet de manuel germano-polonais, il y a eu un manuel chinois, japonais, coréen. Est-ce que justement, en Europe, cette collaboration, c'est un mot un peu politique par les franco-allemands, c'est vrai qu'on se sent un peu pionnier finalement, hein, rien que dans la création de l'Eurodistrict, hein, qui est liée en fait à une discussion entre les gouvernements français et allemands hein, au début des années 2000, entre Schröder et Chirac. C'est à la suite de cette discussion-là qu'a été lancée cette première expérience Strasbourg-Kiel, au fond de bois, donc Eurodistrict. Hein. Mais après, est-ce que ça fait école ailleurs? C'est un peu compliqué. Hein, il y a eu franco-belge aussi, il y avait du franco-belge aussi qui avait été entre Lille, Chavon, voilà, toute cette conurbation, Lille-Roubaix-Tourcoing et la zone belge, ça avait déjà fait pas mal de... Mais entre deux pays qui se sont fait la guerre, c'est vrai que c'est plus compliqué. Entre deux pays qui se sont fait la guerre, c'est vrai que c'est un peu plus... Bon, France-Belgique, c'est différent, mais c'est pas le même statut. Oui, il y a des mobilités qui sont assez intéressantes. Hein, dans le cas des Ardennes, les fans de football français, comme il n'y a pas de grande équipe avant après le 30 décembre, ils vont voir les matchs de foot des équipes belges. Ils sont plus proches pour eux que les équipes françaises de Ligue 1. C'est assez incroyable. Et les Français qui supportent des équipes belges. On est dans un cadre. Il y a même des Français qui supportent des équipes espagnoles. Hein. Il y en a même qui se déplacent en avion présidentiel. Enfin, c'est pas ça fait rien. Ce jour-là, il a enfin, c'était pour voir Platini qui ne pouvait pas voir à Paris. Bon, c'est très intéressant. Je voulais vous poser une question. Bon, tout à l'heure, j'ai réagi un petit peu lorsque vous avez indiqué que le partage de la prise en charge financière était 50-50, ce qui paraît totalement disproportionné, même si... Oui, pardon. Uniquement pour le pont. Pour le pont, oui. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tout le reste de l'aménagement, c'est-à-dire toute la ligne, et entre la ligne terminus et le pont, le tramway court à peu près sur 1 kilomètre. Au moins, je pense, à Lunay, là, facilement. Et tout cela a été à la charge de Strasbourg. Hein, c'est beaucoup plus important que juste les deux tabliers du pont. Voilà. Mais la question que je voulais poser, c'est face à un engagement financier, même si à terme il y a des objectifs économiques pour la ville de Kiel, est-ce qu'il n'y a pas une opposition localement à ce projet? Je pense par exemple à un courant de type AFD qui aurait intérêt à ce que les choses se recroquevillent un petit peu, à ce qu'on ferme un petit peu les frontières, parce que bien évidemment, dans un cadre de terrorisme accru, de circulation des dangers possibles, ça peut être vu de façon extrêmement négative. Donc ce que vous disiez comme étant quelque chose d'une modélisation, je crois que c'est un bel enjeu à soutenir et à... La AfD est présente à Kiel comme partout en Allemagne. J'ai pas vu maintenant de signe particulier de l'AfD qui protestait par rapport à ça. Alors, bien sûr, il y a une opposition face à cette bulle du tram, mais pour d'autres motifs que l'arrivée des Strasbourgeois. Même s'il y a des tensions, parce que pour l'instant, les Strasbourgeois qui débarquent à Kiel, c'est plutôt des classes populaires. Il faudrait pour ça faire toute une étude sociologique autour de la fréquentation du bus actuellement en 21, qui est vraiment un nid de pauvreté, hein, je vous le dis clairement, et qui à Kiel peut poser problème.